Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Merci de votre fidélité. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Des gens utilisés par le pouvoir de Gitega pour commettre des assassinats devraient y penser à 2 reprises car, tôt ou tard, ils finissent toujours comme leurs victimes. Ce sont du moins les propos du président du FOCODE après qu'un agent du service national des renseignements burundais ait été retrouvé mort et son corps jeté en pleine rue. L'université du Burundi, inquiétée par le départ massif de son personnel. En une année seulement, plus de 100 employés ont quitté cette institution. Les mauvais traitements et les maigres salaires seraient à l'origine de ces départs. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'aide humanitaire de 500 000 $ américains octroyée au Burundi afin d'assister les victimes des changements climatiques. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite et le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons notre journal par la page sécuritaire où un agent du service national de renseignement a été retrouvé mort dans la matinée de ce dimanche dernier, non loin du jardin public situé en zone Ruhero, commune Mukaza, en mairie de Bujumbura. Des sources concordantes indiquent que cet homme natif de la commune Ebisolo en province Mwaro était de mèche avec certains hauts cadres de cette police présidentielle et qu'il a été utilisé dans plusieurs crimes. Le point avec Emmanuel Niyunge. Cet agent du service des renseignements burundais, dont le corps a été découvert dimanche matin, le 15 décembre 2024, non loin du jardin public situé dans la zone Rohero, à mairie de Bujumbura, était connu sous le nom d'Elinda Ishimiye. Il est natif de la colline Kivoga, zone Rohero, en commune Bisoro, province de Mwaro. Des témoins qui ont vu son corps rapportent que les bras de la victime auraient été ligotés avant de l'étrangler. Les informations fournies par nos sources parmi ses proches et confirmées par l'organisation FOCODE font savoir qu'Elinda Ishimiye a beaucoup travaillé avec des hauts cadres de cette police présidentielle dans plusieurs crimes. Les mêmes informations ajoutent que quelques jours avant qu'il ne soit retrouvé mort, Elinda Ishimiye avait été appelé au téléphone par un certain Elifaz Niyongabo, officier du service des renseignements. Des informations à notre possession indiquent que c'est un prénommé Elifaz qui l'a téléphoné pour qu'il se rencontre au siège du service national de renseignement à Bujumbura et personne ne l'a revu. Son cadavre a été retrouvé par la suite au jardin public. Il a participé à de nombreux crimes, en l'occurrence des assassinats et des emprisonnements arbitraires. Par exemple, je dirais un solitaire Paul Wiyanda, natif de Bisoro, qu'il a assassiné en 2004. À cette époque, il a été arrêté et emprisonné à Mimba, mais il a été vite relâché. Une autre personne est renommée Félix, habitat de Mwaro. Ce dernier a été également tué par Eri Ndaishimiye en 2016. Il travaillait en complicité avec des agents du service national de renseignement comme Alfred Innocent Muselemu et le surnommé Horoka. Au cours de cette année 2024, Elinda Ishimiye s'est beaucoup investi dans beaucoup de cas d'enlèvement suivis de dispersion forcée des gens en commune Gihanga, province de Bubanza, du moins selon des enquêtes menées par le FOCODE. Emmanuel Niyungeko. À ce propos, le Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle déplore l'assassinat d'Elinda Ishimiye, connu comme agent du service des renseignements burundais. Pacifique Nina Hadzwe, président de cette organisation, demande que des enquêtes soient diligentées sur ce cas de meurtre. Suivez plutôt Pacifique Nina Hadzwe, président du FOCODE. Eri Ndaishimiye, la façon dont il a été tué laisse croire qu'il aurait été tué par le service national de renseignement. Nous avons contacté certaines de nos sources au sein du service national de renseignement et tout ce qu'ils ont pu nous dire,
c'est que la façon dont il a été tué est réservée normalement à des gens qui sont connus par le service national de renseignement, des gens que le renseignement veut que les familles sachent que le leur a été tué et que les familles arrivent à les enterrer. C'est comme si c'était un traitement de faveur. Parce que pour les autres, comme vous le savez, dans plusieurs autres cas, les gens sont enlevés, sont tués et ne sont jamais retrouvés. Les familles ne savent jamais ce qu'il est réellement advenu de leur. Mais comme nous le disons, au niveau du FOCODE, nous n'avons aucune information sur les auteurs réellement de cet assassinat. Et comme nous le faisons chaque fois dans pareille situation, nous demandons à la police nationale, au parquet et à la justice burundaise de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, de châtier les auteurs de cet assassinat et que justice soit faite. Le président du FOCODE fait un clin d'œil aux personnes qui se laissent utiliser par le régime en place et qui finalement finissent par être exécutées. Ici, Pacifique Nina Hatzgué revient sur quelques exemples d'autres agents de renseignement qui ont été éliminés. Ce qui vient d'arriver à Erin Daishimiye est déjà arrivé à beaucoup d'autres agents. Tués par le service national de renseignement de la même manière. Les gens se souviennent d'un certain Family Ngendakuriyo qui avait été utilisé en août 2015 pour tirer sur Pierre Claver Mbonimpa et qui finalement, lui-même et Family Ngendakuriyo avait été tué par la suite en septembre 2015 après d'ailleurs avoir contacté Mbonimpa. Il lui demandait que Mbonimpa l'aide à s'enfuir parce qu'il était menacé par le renseignement. Un certain Lambert Bitangimana qui avant avait été choyé par le renseignement privé du palais présidentiel d'Nkurunziza. Il avait reçu des sommes importantes envoyées dans des missions à Nairobi, à Kampala, en Tanzanie, en RDC, au Sud-Soudan. Le renseignement d'Nkurunziza avait même payé le mariage princier de Lambert Bitangimana à Nairobi. Mais en avril 2017, Lambert Bitangimana a été invité à Bujumbura pour piéger l'honorable Oscar Nhassano, qui est victime d'une disparition forcée depuis avril 2017. Et Lambert Bitangimana lui-même n'a pas survécu. 3 jours plus tard, il a été arrêté dans un hôtel en Ngozi et il a été tué. On a trouvé son corps à Muyinga. Plusieurs autres cas, un certain Musaga. Et tout récemment, l'année dernière, c'était le cas de Désiré Manirambona, qui avait été utilisé dans l'assassinat de l'honorable Hassamossi. Et Désiré Manirambona a été enlevé au chef-lieu de Kayanza par Eliphaz Nyongabo, actuel chef du service national de renseignement à mairie de Bujumbura. Désiré a été détenu brièvement au siège du service national de renseignement. Un soir, il a été sorti de cachot et depuis, il n'y a plus de traces. Selon nos informations, il aurait été exécuté. La famille ne sait pas ce qu'il est advenu du corps de Désiré Manirambona. C'est donc l'occasion de donner ces conseils. Ces gens qui sont utilisés par le renseignement burundais dans des crimes graves pensent à un certain moment qu'ils sont devenus très puissants. Pour eux, la vie des autres n'a aucune valeur. Mais ces gens ne savent pas que la récompense finale qu'ils reçoivent, c'est d'être exécutés de la même manière qu'ils ont tué les autres. Après un certain nombre d'années de ces services macabres, le renseignement a peur que ces agents peuvent témoigner des crimes qu'ils ont commis. Et les autres devaient y trouver des leçons. Malheureusement, nous continuons à rappeler plusieurs fois ce genre de situation, mais il y a toujours des gens qui acceptent d'être au service du renseignement dans des crimes comme ce qu'a fait à plusieurs reprises Erin Daishimiye. En page droits de l'homme, il est irresponsable de chercher une solution à la problématique liée à la réapparition des vendeuses ambulantes en mairie de Bujumbura par l'usage de la violence. C'est du moins la réaction du mouvement Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité, après que lundi dernier, 2 vendeuses ambulantes aient été sévèrement frappées en public par des individus en tenue civile et des policiers en uniforme. Marie-Louise Ebalichako, présidente de ce mouvement, demande aux dirigeants du pays de faire respecter les droits de l'homme et en plus d'imposer des sanctions aux policiers auteurs de mauvais traitements infligés à ces 2 femmes ambulantes. Suivez. Ce comportement de la police est une violation flagrante du code de déontologie de la police nationale du Burundi, bâti sur le respect absolu de la personne humaine, alors que l'une des missions primordiales de la police est d'assurer la protection physique des personnes. La présente situation montre une image totalement contraire à sa mission et à son devoir de protection de la population et de leurs biens.
Le fait de tabasser ces femmes n'est en aucun cas une solution qui permettra de bâtir ce commerce. Cela fait des années que les dirigeants avaient décidé de bannir ce commerce dans les rues de Bujumbura. Malheureusement, force est de constater que le recours à ce commerce de la rue est comme une solution de survie qui traduit le dénuement et le désespoir dans lequel vit cette population, à majorité des femmes et leurs familles. Complètement dépourvues de tout moyen pour nourrir leur famille, ces personnes choisissent de s'exposer et d'aller dans la rue, même si le risque qu'elles courent est connu du fait que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Les responsables du pays devraient réaliser que les agissements de ces agents de la police n'aideront en aucun cas le pays à se ranger sur la voie de l'ordre recherché, mais qu'il devrait plutôt trouver d'autres moyens pour permettre à ces femmes d'exercer librement leur petit commerce en les aidant à pouvoir accéder aux lieux de commerce autorisés pour leur survie et la survie de leur famille. Le fait de battre les femmes et de les brutaliser jusqu'à les mettre à nu est un acte devant lequel les responsables du pays ne devraient en aucun cas rester insensibles, ignorés ou minimisés. Le mouvement Inamahoro exhorte le gouvernement du Burundi à mettre au-dessus de toute chose l'intérêt de la population et la préservation de sa sécurité et de sa dignité humaine. Que ces agents de la police qui ont commis ces actes de brutalité soient sanctionnés. Une démocratie qui favorise la défense des idées à travers le développement d'une conscience critique, c'est le Burundi souhaité par l'initiative citoyenne Rassemblement des Patriotiques pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit au Burundi, Iserapid Seruka, initiative des Burundais en exil qui ont fait recours à l'Église catholique du Burundi afin qu'elle les aide à conscientiser le gouvernement du Burundi sur la nécessité d'un dialogue national inclusif et de la suspension d'un processus électoral jugé biaisé, et ce pour le bien de la nation. Eric Nyunzima a décortiqué pour nous la lettre adressée au président de la conférence des évêques de l'Église catholique au Burundi. Son reportage. Dans cette missive de 3 pages et datée du 12 septembre 2024, Iserapid Seruka commence par rappeler que depuis 2015, l'État de droit a cédé la place à un état d'illégalité. Citant les Saintes Écritures, cette initiative a comparé la situation qui prévaut au Burundi à l'esclavage et à l'oppression, considérant le synode mondial des évêques catholiques qui a eu lieu en 1971 avec pour thème justice dans le monde, qui est resté un fil conducteur important de la théorie catholique romaine depuis Rapid Seruka s'est résolu à demander à l'Église catholique du Burundi de plaider en faveur d'un dialogue national inclusif visant à préparer des élections véritablement crédibles, inclusive et transparente. Il doit également demander de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la servitude et à l'oppression en cours au Burundi, qui résulte non seulement de la violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution de 2005 qui en déroule, mais aussi des traités fondateurs de la communauté de l'Afrique de l'Est, IAX. Insiste sur le fait que le peuple burundais est injustement emprisonné et appauvri par le chef de l'État actuel, qui n'a fait qu'accentuer l'injustice et qui prône l'instabilité sociopolitique, l'exclusion et la terreur au lieu de stabiliser le pays. L'initiative citoyenne Rapid Seruka estime qu'il est urgent et impératif d'obtenir une paix juste issue de la pratique de la vérité, de la justice et de l'équité, tout en soulignant que cette paix ne peut provenir que d'une démocratie qui favorise la défense des idées à travers le développement d'une conscience critique. Rapid Seruka fait savoir que même si l'Église catholique universelle n'a pas de rôle de gouvernance dans le cadre de sa politique sacrée, elle appelle les dirigeants à respecter la valeur fondamentale de la justice, raison pour laquelle l'Église devrait condamner toute forme de tyrannie et d'oppression. Afin que ces fidèles et non-fidèles puissent participer à la préparation de la vie de l'au-delà ainsi qu'à la mort du prochain en ce monde, tout en parlant en vérité. Selon cette initiative, il serait incohérent que l'Église
travaille à la rédemption des âmes sans aborder la dignité humaine et la liberté sur terre. Élise, rapide c'est le cas, de clore sa mise sur espoir que l'Église sera un phare d'espérance et de vérité, même dans les circonstances très défavorables que ses frères et sœurs affrontent quotidiennement au Burundi, au milieu des autorités et des puissances de son monde obscur. Merci à toi, Eric Nyonzima. En page politique, les élections des conseillers communaux auront lieu à la même date que les élections des députés en juin prochain. Et ce mercredi, le délai de dépôt des candidatures de ces élections a expiré. Émile Nibasumba. Les candidats aux élections communales ont déposé leur dossier de candidature du 9 au 18 décembre dernier aux commissions électorales provinciales selon le décret présidentiel qui précise que ces élections auront lieu le 5 juin 2025. Cette fois, les communes dont le nombre a été réduit à 42 au lieu de 119 en 2020 compteront au minimum 25 conseillers au lieu de 15. Les femmes seront représentées à hauteur d'au moins 30% comme en 2020. Un autre changement est relatif à la caution de 200 000 francs qui a été versée par candidat indépendant ou par liste de candidats de partis politiques ou des coalitions de partis politiques. La caution est remboursée si le parti politique, la coalition des partis politiques ou l'indépendant obtient au moins 2% des suffrages dans la commune. Chaque liste bloquée doit tenir compte de la diversité ethnique et de la participation du genre. Pour 3 candidats inscrits à la suite sur une liste, un au moins doit être une femme. Émile Nibasumba, je vous le disais en titre, il s'observe un mouvement de départ du personnel de l'Université du Burundi. Pour seulement cette année en cours, 118 employés, dont 41 enseignants et 77 non-enseignants ont quitté cette institution. Une situation inquiétante selon le recteur de l'Université du Burundi qui a sollicité le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique en date du 16 décembre de cette année pour l'aider à y remédier. Les détails avec Clovis Nyonzima. Dans cette lettre adressée par le recteur de l'Université du Burundi, professeur Dr Odas Manirambona, au ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, il alerte sur la situation de départ du personnel de l'Université du Burundi, tout en démontrant comment ces départs ont évolué depuis l'année 2020 jusqu'au 15 décembre 2024. En 2020, 17 employés, dont un enseignant, et 16 employés non enseignants ont remis le tablier. En 2021, 21 employés, dont 4 enseignants sont partis. En 2022, 23 employés, dont 4 enseignants, ont quitté l'université au moment où, en 2023, l'Université du Burundi a perdu 33 employés, parmi eux 10 enseignants. L'année 2024 a été gravement touchée. Jusqu'au 15 décembre 2024, l'Université du Burundi avait déjà perdu un total de 118 employés, dont 41 enseignants. Dans cette lettre qu'il a adressée au ministre de l'Éducation nationale, le recteur de l'université a signalé que, je cite, « Ce mouvement de départ du personnel de l'Université du Burundi risque de paralyser le bon déroulement des activités et impacter négativement les performances des services rendus. » Fin de citation. Pour clore, professeur Dr Odas Manirambona a fait savoir au ministre que la direction de l'Université du Burundi est en train d'étudier des propositions visant à freiner ces départs, mais sans toutefois évoquer le motif à la base de ces départs. Clovis Nyonzima. Sur ces départs des employés de l'Université du Burundi, les employés de cette institution qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que les mauvais traitements dont les maigres salaires sont la cause derrière les dits départs. Suivez un des employés de l'Université du Burundi qui s'est entretenu avec la RPA. Si l'on tient compte des indemnités de logement, les employés de l'Université du Burundi reçoivent 25%, alors que d'autres employés ont atteint 60%. C'est vraiment honteux. Nous sommes confiés à la justice, mais le dossier n'avance pas. Autre chose, comme annoncé en 2014 par le président Nkurunziza, il y a eu instauration d'une nouvelle politique salariale pour harmoniser les salaires.
mais plusieurs employés n'ont plus avancé en grade. Depuis 10 ans, les employés de l'Université du Burundi n'ont jamais été concernés par cette politique salariale. Dans d'autres institutions, cette politique a été réalisée, mais jamais chez nous. Il y a eu des commissions mises en place pour étudier cette question, mais elles n'ont rien changé. Nous ne savons même pas où les rapports de ces commissions ont été mis, car il n'y a aucun suivi. Si un enseignant de l'Université du Burundi compare son salaire avec celui des enseignants des universités de la sous-région, il se sent automatiquement découragé. C'est le même cas pour les simples employés, et c'est pour cette raison que CLT quitte cette institution. Également, les syndicats ne peuvent même plus revendiquer les droits des travailleurs, organiser des grèves, car cela va être considéré comme des insurrections. En plus, si l'employeur ne s'intéresse pas à nos problèmes, tout ce qui dirige cette institution ne se soucie jamais de nos problèmes. Il y a aussi le ministre de tutelle qui vient de passer 3 ans sans même organiser une réunion aux employés de l'université pour écouter nos doléances. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone François Habyalimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, pour recueillir sa réaction. Et avant de clore ce journal, parlons société, où une aide de $500,000 américains est le montant que le gouvernement japonais a accordé à l'OIM burundais dans le but d'appuyer les victimes des changements climatiques au Burundi. L'Organisation internationale de migration au Burundi indique qu'il va aider d'urgence ces victimes grâce à ce don, surtout celles qui ont fait face aux fortes inondations survenues au mois de mai de cette année. Le point avec Walter Kwizera. Ce don de $500,000 accordé à l'OIM Burundi de la part du gouvernement japonais équivaut à 1,5 milliard de francs burundais. Selon l'Organisation internationale de migration au Burundi OIM, à travers le site web Relief, ce don va permettre de venir en aide les vulnérables des changements climatiques. Depuis le mois de mai 2024, les pluies torrentielles et vents violents ont augmenté plus qu'avant, causant ainsi beaucoup de dégâts. Selon l'Organisation internationale de migration, les dégâts causés par les inondations et les changements climatiques ont affecté 100 000 personnes dans différents coins du pays, surtout dans les provinces côtières du lac Tanganyika. Emanuela Muscara, chef de mission de l'OIM au Burundi, indique que l'un des éléments qui ont poussé le Japon à donner son aide est l'augmentation des changements climatiques qui se sont remarqués en grande partie au Burundi. Le Japon a également fourni en même temps d'autres équipements aux familles les plus touchées en mettant en avant le concept de sécurité humaine. Qui plus est, l'ambassade du Japon se réjouit de contribuer à répondre aux besoins des personnes vulnérables touchées par les catastrophes naturelles en fournissant une assistance humanitaire par l'intermédiaire de l'OIM au Burundi. De surcroît, le Japon indique qu'il apprécie hautement les efforts de l'OIM en collaboration avec le gouvernement burundais en réponse aux besoins humanitaires urgents. Ainsi, le Japon fait savoir qu'il reste déterminé à répondre aux besoins des personnes vulnérables au Burundi. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Walter Kwizera que prend fin le journal en français de ce jeudi 19 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumva. Bonne soirée chez vous.